Sunderlight Productions. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous proposer un nouvel épisode de notre série de 4 podcasts consacrés à Manon Genet en collaboration avec NutriPure. Dans ce volet, Manon raconte son difficile retour à l'entraînement après une grave chute à vélo en avril 2023. Elle partage avec nous les défis psychologiques de l'arrêt forcé de l'entraînement et les leçons et stratégies apprises pour surmonter la peur et les incertitudes. Bonne écoute! Derrière chaque victoire, il y a une histoire. Tous les vendredis du 3 au 24 mai, découvrez celle de Manon Genet, triathlète de haut niveau. Elle nous ouvre les portes de son univers et nous révèle ses meilleures stratégies pour surmonter tous les défis de la vie d'une athlète professionnelle. Bien-être mental, performance, parentalité, nutrition, plongez dans la vie sportive, là où la détermination rencontre la passion. Ce programme vous est proposé par NutriPure, qui s'engage à vous offrir le meilleur de la nutrition sportive. Activez votre potentiel aujourd'hui sans sacrifier votre santé de demain. Bonne écoute! Salut Manon, ravie de te retrouver pour ce 3e épisode. Salut Cléo, moi aussi je suis ravie. Tout va toujours bien? Tout va très bien. Eh ben écoute, c'est génial et je suis également ravie d'accueillir Marie Chavanne. Salut Marie. Salut Cléo, merci de m'accueillir aujourd'hui. Avec grand plaisir, ça va, tu es bien installée? Parfait. Eh bien super, on va pouvoir parler d'un sujet qui fâche tous les sportifs et les sportives malheureusement, la blessure. Alors donc on va parler de la blessure, pas que de la blessure à proprement parler, mais aussi de toutes les séquelles psychologiques que ça peut avoir, et surtout comment s'en prévaloir, ou en tout cas comment essayer de revenir le plus vite possible également quand on a une blessure. Manon, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur ton histoire, sur ton parcours. En avril 2023, je crois, tu fais une grosse chute à vélo. Une grosse blessure qui va t'arrêter pendant de nombreuses semaines. Est-ce que tu peux un petit peu nous réexpliquer les circonstances de cette chute-là ? Oui, alors c'était pas une grosse chute à proprement parler puisque j'ai eu la chance de pas être percutée par une voiture ou quoi que ce soit, mais par contre j'ai chuté à 40 km/h directement sur mon épaule, donc ce qui a engendré une fracture de la clavicule. La tête aussi a pas mal tapé, mais j'ai été protégée par mon casque. Les circonstances étaient assez simples, j'étais sur mon premier jour de stage d'entraînement et j'avais fait une toute petite nuit avant et c'était pas assez minutieusement programmé, j'étais trop fatiguée pour cet entraînement et ça a entraîné l'erreur qui m'a coûté une clavicule et plusieurs semaines, voire mois d'arrêt, effectivement. C'était au mois d'avril dernier, effectivement, et c'était à 2 semaines et demie des championnats du monde ITU. Donc j'étais dans ma phase finale de préparation et l'impact a été assez important sur ce début de saison puisque ça a compromis les 3/4 de ma saison, en fait. Comment ça s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête, surtout ? Non, sur le moment, je me souviens très bien avoir chuté, j'ai pas perdu connaissance et j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose de cassé. Donc déjà, ça c'est la première chose, c'est la phase de colère. Et cette colère-là, elle est inévitable et ça fait vraiment partie du processus en fait de guérison déjà. Il faut sortir l'émotion, c'est la colère, c'est la frustration, c'est l'énervement. La deuxième chose, ça a été le doute, inévitablement, puisque j'allais pas pouvoir prendre le départ de cette course. J'allais avoir plusieurs mois d'arrêt et forcément, j'allais avoir une période de rééducation qui allait pas être des plus agréables. J'allais être amoindrie, en fait, pendant quelques mois. Et cette phase-là, psychologiquement, pour n'importe quel athlète, elle est dure parce qu'en fait, on est coupé dans notre élan et qu'on va devoir se réadapter à une nouvelle situation qu'on n'a pas prévu, on prévoit jamais ce genre de choses et qui est inconfortable et pas agréable du tout, ouais. Ça laisse des séquelles, une peur ? Alors j'ai beaucoup travaillé dessus et tout de suite parce qu'inévitablement une chute à vélo, ça laisse un trauma. Un traumatisme, ça peut être petit, ça peut être gros, mais dans tous les cas, même s'il est petit, il faut pouvoir le traiter. Il faut absolument le traiter pour que la peur ne reste pas. Donc la première chose que j'ai fait, c'est tout de suite traiter le trauma avec une préparatrice mentale pour que ça ne reste pas et que je n'ai pas peur de remonter sur mon vélo. Tu dis donc une blessure, ça se soigne entre guillemets, mais à plein de niveaux différents. On soigne l'esprit, tu disais, tu as fait appel à une préparatrice mentale. On soigne concrètement la blessure aussi, médicalement. Et il y a tout ce qui va aussi autour de cette blessure-là. Marie, je me retourne vers toi. L'alimentation, elle a un rôle aussi essentiel dans cette période-là de convalescence.
Ah oui, ça va être vraiment important sur l'aspect cicatrisation, reconstruction, réparation, d'avoir une alimentation équilibrée et qualitative, mais aussi d'adapter sur l'aspect quantitatif, puisque forcément à cette période-là, la dépense énergétique va évoluer et le sportif est quand même habitué à avoir une grosse dépense. Donc c'est là où ça implique d'adapter de manière individuelle. T'as tout de suite pensé, toi, Manon, quand t'es blessée, à te dire, ok, en fait, il faut aussi que j'adapte mon alimentation et comme tout le reste, en fait. L'alimentation de base du sportif, s'il a les bonnes bases, elle est saine, elle est équilibrée. Et la quantité, si émotionnellement parlant, on est stable, la quantité, elle va venir s'adapter en fait à l'effort physique du moment. Le problème quand on mange beaucoup au quotidien, c'est effectivement de garder ce rythme-là alors que la dépense énergétique est moindre. Mais on a toujours besoin de s'alimenter, donc il faut des réserves, il faut pouvoir subvenir aux besoins qu'a le corps pour cicatriser. Mais si on continue à manger trop, il faut se poser aussi la question de savoir si on ne mange pas nos émotions. Si ce n'est pas justement une manière de compenser la frustration. Donc je pense que dans la nourriture, Marie, tu nous le diras, mais je pense que dans la nourriture, il y a un aspect très psychologique en fait. Tu confirmes, Marie? Oui, c'est ce que tu as dit, le fait de manger ses émotions, c'est malheureusement l'erreur qu'on peut retrouver, et c'est là où la partie psychologique, elle est intéressante à prendre en considération, d'être bien accompagné pour pas que ça fasse défaut sur les prises alimentaires. Donc, je te rejoins, oui, tout à fait. C'est quoi, du coup, les premières étapes? Parce qu'on se blesse, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment aussi adapter ça? On ne sait pas forcément quoi faire aussi, comment manger, comment adapter son alimentation. Au niveau alimentaire, il va y avoir déjà un besoin important quand même en protéines pour venir réparer tous les tissus musculaires. L'hydratation aussi va grandement jouer, et surtout on va miser sur une alimentation qui est anti-inflammatoire, donc qui est riche en oméga 3 avec des poissons gras, sardines, maquereaux, tout ce qui va être huile de colza, l'huile de noix, et beaucoup d'antioxydants, donc par le biais des fruits, des légumes, des vitamines, des minéraux qui vont intervenir dans la cicatrisation. Je pense aux vitamines A, C, E, également le zinc. Tout ça en fait cumulé, c'est vraiment l'équilibre global qui va permettre de réparer du plus possible, en tout cas au niveau alimentaire. Et après, il y a l'aspect complément qui va vraiment aider à être un soutien, en fait, un peu les béquilles sur cette période où il y a des besoins qui sont quand même bien différents. J'imagine qu'il faut adapter à chaque situation aussi, forcément. Oui, forcément, si c'est une blessure qui est musculaire, tendineuse, ligamentaire, osseuse, les besoins seront pas les mêmes, ça va varier. Notamment, du coup, tu parlais d'une fracture au niveau de la clavicule. Ça va être important d'avoir des bons apports en vitamine D qui vont permettre d'absorber le calcium et de réparer au niveau osseux. Toi, Manon, tu avais mis un plan d'attaque comme ça en place dès que tu t'es blessée? Ah oui, tout à fait. Oui, je travaillais avec un micronutritionniste et tout de suite, on a établi un plan pour que j'ai les bons apports sans perdre de temps en fait, et que ce soit vraiment sur toute la durée de ma convalescence complètement adapté à ce dont j'avais besoin pour non seulement bien cicatriser et essayer de minimiser le temps de cicatrisation. Après, dans ce genre de cas, il y a toujours aussi des facteurs médicaux. En l'occurrence, la clavicule, c'est soit on se fait opérer, soit on se fait pas opérer. Donc, il y a des choix qui sont strictement personnels d'une part et médicaux d'autre part. Et forcément, ces choix alimentaires doivent être adaptés en fonction du choix qu'impose la situation médicale. C'est vrai qu'en parlant comme ça, je me dis la nourriture, l'alimentation aussi, dans des moments comme ça où psychologiquement c'est plus compliqué, où on a eu un accident, ça peut être aussi du réconfort finalement. Ça a une importance aussi là, sur ce point-là, sur cet aspect-là. La notion de plaisir, pour moi, elle est indispensable dans l'alimentation. C'est important de prendre plaisir au quotidien, de ne pas ressentir de frustration. Et ça, quel que soit le type de blessure ou la période dans laquelle le sportif peut se trouver. Donc effectivement, oui, on peut tout à fait avoir des aliments plaisir. Le tout, c'est l'aspect après quantité, bien entendu, d'arriver à le réguler sans tomber dans un excès. Quand tu t'es remise, toute cette période de convalescence, elle s'est passée comment, toi, concrètement? Ça a duré combien de temps? Est-ce que tout était analysé? C'est vrai qu'on a pu le voir dans les épisodes d'avant, où on sent que chez toi, tout est très calculé.
Il y a des vrais plans. C'était le cas aussi pour ton retour à la compétition? Oui. En fait, la première chose que je me suis dit, c'est quel objectif je dois avoir pour conditionner ma tête et mon corps à être prêt pour cette date-là. Donc on était fin avril, le 20 avril très exactement, le 20 août. J'avais une compétition, c'était la dernière étape de qualification pour les fameux championnats du monde Ironman. Et je me suis dit, voilà, le 20 août, je dois être opérationnelle pour courir un Ironman. Donc ça me laissait quelques mois pour non seulement guérir, mais aussi retrouver mon niveau. Ce qui est une phase quand même assez importante, assez longue, parce que mon Ironman, ça se prépare pas en 2 semaines. Hein. Bien sûr. Et concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place ? Concrètement, le plan alimentaire a été très adapté dès le début. Le suivi médical a été hyper pointilleux dès le début, parce qu'il fallait absolument que j'ai les réponses à mes questions, à savoir me faire opérer, pas me faire opérer. Le suivi kiné, ostéo a été... j'y y allais 2-3 fois par semaine pour avoir vraiment... pas de séquelles autres, parce qu'en fait, il y a la chute, il y a l'impact, mais il y a tout le corps qui a subi un trauma. Donc, il fallait tout de suite que ce soit réglé, suivi. Et ensuite, j'ai fait au maximum de choses d'exercice physique pour ne pas perdre les acquis qui avaient été autres, c'est-à-dire les jambes, la force musculaire dans les jambes, rééquilibrer, ne pas avoir de déséquilibre dans le dos entre le côté droit et le côté gauche. Et une blessure implique forcément des douleurs autres. Quand on a un bras qui est pas utilisé, on se déséquilibre. Donc, il fallait sans cesse que je fasse attention à ça. En fait, j'essayais de voir tous les aspects sur lesquels je pouvais avoir un certain contrôle pour éviter que ça dégénère et que ça devienne de plus en plus compliqué sur les semaines qui venaient. Marie, est-ce que tu peux nous donner peut-être des conseils aussi, comme je lui demandais concrètement ce qu'elle avait mis en place, mais quelles sont les bonnes pratiques pour un retour à l'entraînement progressif en termes de nutrition ? Au même titre que l'entraînement doit être progressif, la nutrition aussi, l'augmentation de l'apport énergétique doit lui aussi être calculé, mesuré en lien avec la dépense énergétique du sportif. Donc finalement, il y a une reprise qui... je pense qu'au début, le volume, il était quand même assez réduit, l'intensité aussi. Enfin, il y a forcément une phase d'adaptation. Et là, c'est pareil. Donc, d'un point de vue alimentaire, on va y aller vraiment par étapes. Après, les habitudes du sportif qu'il avait au préalable, toi, c'est vrai que tu es sur un sport d'endurance. Donc, il y a quand même une grosse stratégie d'apport alimentaire, donc à l'effort. Ça, c'est des choses qui naturellement reviennent. Mais après, voilà, c'est la quantité qui va vraiment se structurer en fonction de l'entraînement et de la dépense énergétique de manière progressive. Est-ce qu'il y a des erreurs à absolument éviter ? Je dirais une alimentation qui va être du coup déséquilibrée, pro-inflammatoire, un excès de protéines ou tout ce qui peut être gras, transformé, sucré bien évidemment, puisque ça va augmenter l'inflammation corporelle et par définition l'activité physique est déjà inflammatoire. Est déjà acidifiante en fait pour le corps. Donc le but en récupération, c'est vraiment d'alcaliniser, basifier l'organisme et faire en sorte, je pense, qu'il y ait une bonne récupération, donc un sommeil de bonne qualité, d'optimiser vraiment le post-effort pour l'aspect récupération énergétique, mais aussi musculaire, pour prévenir en fait le risque de blessure. Je pense d'avoir toujours une vision un peu anticipée pour d'éventuelles autres blessures. Comment ça s'est passé ta reprise de l'entraînement ? Est-ce que on parlait de l'aspect psychologique aussi tout à l'heure, parce que la blessure elle est physique, mais bon, il faut aussi réparer ce traumatisme. Comment est-ce que tu appréhendais ce retour sur ton vélo principalement ? Étrangement, j'ai pas du tout appréhendé, donc ça prouvait que le travail que j'avais fait en amont, il a été indispensable, il a été fructueux. Donc j'ai pas du tout appréhendé me remonter sur mon vélo et c'était assez drôle parce que je m'attendais à devoir faire une reprise peut-être un petit peu timide, un petit peu. Et en fait, ça a été le contraire. Je pense que une blessure, elle arrive jamais au mauvais moment. On parlait de hasard, moi je crois pas trop au hasard. Et en fait, quand j'ai repris, ça a été plutôt le contraire. J'avais l'impression d'avoir plein de ressources et que mon corps était capable en fait de se réadapter très très rapidement. Quand on est habitué à faire un effort, je pense que le corps il oublie pas. En fait, il oublie très vite quand on arrive à un certain niveau, dans le sens où quelqu'un qui s'entraîne 2-3 fois par jour perd son niveau très rapidement. Mais quand on est habitué de toute façon à s'entraîner, le corps récupère très très rapidement.
Donc en fait, ça a été plutôt une très belle surprise de voir que j'étais capable de récupérer très vite. Et quand je voyais mon bras tout maigre, je me disais, mais ça va prendre des mois et des mois et des mois. Et en fait, pas du tout. Ça s'est très très vite rééquilibré. Mais ça, je crois que c'était aussi toute cette préparation que j'avais fait avant, cette alimentation que j'avais travaillée, cette complémentation et ce travail physiologique et physique que j'avais fait à travers de la prépa physique pendant ces quelques mois de convalescence qui m'ont aidé à récupérer vite. C'est pas trop compliqué d'évaluer justement ses capacités dans ces moments-là, où c'est progressif, où la blessure arrive à un moment donné où on est plutôt quand même dans un entraînement... un entraînement lumineux. Exactement. Et la blessure, et après, donc tu le disais, t'as perdu ton bras, t'avais un tout petit bras. Comment t'as évolué? Je reprends tes mots. Non, mais c'est ça. Comment t'as évalué justement ça? Est-ce que on a parlé beaucoup dans les 2 premiers épisodes d'écouter son corps, d'écouter comment tu réagis. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé? Ouais, totalement. Je pense que la douleur est déjà le premier facteur d'alerte. Si j'ai mal, ça veut dire que je vais au-delà de ce que mon bras ou ma clavicule est capable de supporter. Donc la douleur est le premier signal d'alerte. Et après, au final, c'est le premier, presque le seul, puisque après, musculairement... on récupère assez vite. Ouais. En fait, c'est ça qui est assez impressionnant, c'est que c'est ce qu'on voit le premier fondre, le muscle, on maigrit très très vite, et en fait, il regonfle très rapidement. Donc, j'ai oublié ta question du coup entre-temps. Ma question, c'était comment tu as évalué tes capacités justement pour cette reprise de l'entraînement progressif, puis après, retour en compétition? Elle s'évalue parce que je fais des exercices tests, des petites choses qui me permettent de voir quelle est la force que j'ai. Et tout simplement, j'ai la chance aussi de faire un sport qui est un sport d'endurance. Donc en fait, ce sont des mouvements qui sont répétés, sur lesquels je ne suis pas obligée de mettre beaucoup de force au début. Donc en fait, petit à petit, la répétition de la gestuelle, la répétition du mouvement font que je vois que j'ai de plus en plus de force ou qu'il y a quelque chose qui me gêne dans ma progression. Et dans ce cas-là, je mets en place les choses avec mon kiné, mon ostéo, mon micronutritionniste. Tu parles de ton kiné, de ton ostéo, de ton micronutritionniste. Comment aussi bien s'entourer? Comment tu as trouvé, identifié les personnes qui pourraient t'aider à justement aller mieux? Là, en l'occurrence, mon kiné-ostéo, c'est la personne qui me suit depuis le début de ma carrière sportive. Donc, c'est une seule et même personne et j'ai une entière confiance en cette personne. Et, c'est un peu le fruit du hasard qui a fait qu'on s'est rencontrés. Une démarche d'abord, mais en fait, le fruit du hasard que ce soit la bonne personne. Le micronutritionniste, par contre, je suis vraiment allée le chercher. J'ai fait plusieurs personnes avant de trouver un professionnel qui était adapté à ce dont j'avais besoin. Et ça n'a pas été un long fleuve tranquille, ce côté-là. On en parlera dans le 4e épisode. Mais s'entourer, c'est faire des démarches, c'est trouver des professionnels, c'est tester, c'est faire des erreurs, c'est garer parfois. Et si on a un peu de chance, attirer les bonnes personnes. Marie, toi qui es nutritionniste, comment trouver la personne qui peut nous comprendre et nous convenir sur cet aspect-là? Je pense qu'il y a une question de feeling en réalité. Comme l'a dit Manon, faut tester, voir si ça passe, si l'approche, c'est important de connaître un peu la méthode de la personne et de voir comment elle travaille, comment elle fonctionne, quelle a été son expérience aussi, parce que souvent il y a quand même le vécu qui compte grandement. Donc après, c'est propre à chacun, c'est vraiment de manière individuelle. Il y a des personnes avec qui ça va mieux passer que d'autres. Donc je pense que c'est le feeling qui va être vraiment important dans ces cas-là. Toi, d'un point de vue personnel, comment ça va se passer cette prise en charge? Avec les sportifs que j'accompagne, je vais vraiment essayer de créer un lien de confiance, faire en sorte d'apprendre à les connaître et mettre en lumière vraiment les priorités qu'ils ont sur le moment, d'être à l'écoute et de m'adapter toujours en fonction des retours qu'ils me font, des sensations, des ressentis qu'ils ont, des résultats aussi. Et vraiment de prendre en considération tout ce qui va être fatigue, stress, toutes les problématiques qu'ils peuvent rencontrer et faire en sorte d'être la plus présente possible pour les accompagner du mieux possible. Sur ce retour à la compétition, toi, l'aspect mental aussi a eu une grande importance. Est-ce que tu as mis en place des petits tips, des petites choses aussi pour essayer de chasser au loin toutes les idées négatives, toutes ces pensées négatives du « Ah, et si jamais je retombe ? Ah, et si jamais il se repasse quelque chose ?» T'avais des petits tips comme ça?
Bah, la chute, elle est omniprésente. Le risque de chute, il est omniprésent dans mon quotidien. Donc, parce que chaque fois que je monte sur mon vélo, voilà, il y a un risque de chute. Et chaque fois que je fais quelque chose, finalement, mais ça, c'est la vie de tous les jours, il y a un risque. Donc, au contraire, je me suis dit, finalement, cette chute, c'est une expérience comme une autre et je n'ai pas spécialement à avoir peur. Là où j'avais de la pression, c'était la nécessité de résultats. C'était plus ça qui était un petit peu difficile à gérer parce que je voulais courir en me disant, je veux retrouver mon niveau de performance et je veux voir si je suis à nouveau capable. Mais à côté de ça, j'avais aussi la nécessité de performer pour pouvoir assurer ma fin de saison. C'était plutôt cet aspect-là. Parce que j'avais passé des mois et des mois à pas savoir quel athlète j'étais, ce que je valais. Donc on se retrouve face à la compétition et c'est un moment de vérité. La compétition est toujours un moment de vérité. Et t'as senti que cette période-là, tu l'avais gérée différemment de la façon dont tu aurais pu la gérer au début de ta carrière, par exemple ? Il y a eu une nécessité de recul absolu. J'étais tombée, je m'étais fait mal, je m'étais fracturé un os, j'avais été à l'arrêt pendant plusieurs mois. J'avais perdu, entre guillemets, ma crédibilité d'athlète. En plus, c'est très dur dans ces moments-là parce qu'il y a toujours une vague de bienveillance au moment des faits. Et puis après, il y a une décharge de la part de tous les avis extérieurs sur le fait que je ne vaux plus rien. Donc, il faut savoir se protéger de ce genre de choses. Donc, sur le moment, c'était moi versus moi. Et me prouver. Et en même temps, simplement se dire, c'est une opportunité pour moi de mettre à profit les heures d'entraînement que j'ai fait et cette expérience-là qui était différente à ce moment-là. Il y a toujours des outils, mais c'est comme ce que je te disais, ça reste de la préparation mentale, ça se travaille, ça vient pas comme ça, c'est pas inné. Et les outils, on les apprend à travers ces phases de préparation mentale qui nous aident à gérer des moments de crise. Est-ce que c'est possible de dire, pour adoucir un peu aussi ces périodes de blessures qui sont compliquées, qu'il faut voir peut-être la blessure comme une opportunité de progresser encore plus ? La blessure, pour moi, c'est une étape... c'est pas que c'est indispensable, mais c'est qu'elle arrivera forcément dans une carrière sportive. Donc on ne peut pas arriver sur une carrière sportive en se disant « je vais avoir une courbe linéaire comme ça ». Progresser, c'est passer par des phases de progression, arrêter, redescendre, reprogresser, etc. Donc, c'est inévitable que ce soit une blessure ou physique ou psychologique ou un autre arrêt. La progression, on peut l'avoir, mais ça ne sera jamais linéaire. Donc, si on est suffisamment lucide, et encore une fois, quand on tombe, quand on chute, quand on se fait mal, il y a cette phase de colère, il y a cette phase de frustration. C'est vraiment des étapes très, très importantes qu'il ne faut pas omettre. Il faut les accepter de passer à travers ça, parce qu'elles font déjà partie du processus de guérison. Mais une fois qu'on a passé ces étapes-là, faire preuve de résilience et se dire, ok, comment est-ce que je peux faire pour optimiser cette période et en faire quelque chose de fructueux sur un autre plan ? Ne pas négliger les émotions négatives. Totalement. On parle beaucoup d'émotions dans ces épisodes. Et comme quoi les émotions sont au centre de tout. De la nutrition, de la performance, etc. Je suis une fille émotive. Du coup, on rappelle à quel point c'est important aussi de bien s'entourer. On l'a dit dans cet épisode-là. N'hésitez pas à trouver des professionnels qui pourront vous aider aussi à aller plus vite, en tout cas... passer ces périodes qui sont inévitables, tu l'as dit, de la meilleure des manières pour derrière retrouver un niveau de performance optimal. Et bien évidemment, l'importance aussi de la nutrition, on l'a dit, Marie, sur cet accompagnement. Pilier fondamental, ouais. Pilier fondamental, dont on parlera avec un peu plus de détails dans le 4e épisode. Et d'ailleurs, on se retrouve dans une semaine pour ce dernier épisode. Je vous dis à très vite.